Alors, on va répondre d'entrée, on va pas faire durer le suspense pendant toute l'émission. On va répondre d'entrée à cette question complexe, complexe, qu'on va essayer de simplifier au maximum, de savoir si il existe pour Donald Trump, via évidemment, évidemment, Mike Johnson, la possibilité de empêcher que ce vote sur la publication, c'est pour forcer, c'est le terme, forcer le département de la justice à rendre public le dossier Epstein. Pour que vous compreniez l'ampleur de ce dossier, je sais que depuis des mois, il y a des nouveaux documents qui sortent, comme ce d'hier. Même si ces documents ne viennent pas du dossier Epstein, le FBI a la copie de tous les emails de Epstein. Donc, ça veut dire que la source de ces emails dont on va parler n'est pas le dossier Epstein, mais il figure aussi dans le dossier Epstein. Il n'y a aucun doute. Et donc, pour que vous compreniez un petit peu l'ampleur de ce dossier-là, on estime que aujourd'hui, publiquement, sans même compter le dossier financier cher à Ron Wyden sur les transactions troubles de nombreuses banques, de Jeffrey Epstein, de nombreux milliardaires, dont certains très proches de Donald Trump, on estime que actuellement, c'est 1% du dossier Epstein qui est connu. 1% du dossier. Donc, même si on rajoute les 20 000, parce que hier, c'était 20 000 emails qui, d'ici la fin de la journée, plus de 20 000 emails qui ont été rendus publics, ça représente 1%. Et donc, la pétition, c'est de forcer le département de la justice à rendre public les 99 autres pourcents. C'est colossal. C'est colossal. Et donc, la première question, c'est de se dire, maintenant qu'il y a eu Adelita, maintenant qu'il y a eu ces 218 signatures, c'est quoi la procédure? Est-ce que Donald Trump peut arrêter la procédure? La réponse la plus simple, c'est non. Il y a une toute petite possibilité qui devrait être, à mon avis, à 100%, qui ne devrait plus être le cas dans les minutes et dans les heures qui arrivent. On parle ici de la règle 15. Thomas va vous montrer la règle 15 et la clause 2 de la règle 15. Donc, c'est une procédure qui existe, ça a déjà été fait, donc il y a des précédents. Donc là, vous voyez, c'est la Discharge Petition numéro 9 du 119e congrès. Vous voyez, ça a été déposé par Thomas Massie. Donc, la procédure, une fois que les 218 signatures sont atteintes, cela passe par le bureau du clerk qui va publier la liste. On vous a montré des extraits hier de cette liste. Thomas, si tu peux nous montrer les deux extraits que j'ai sélectionnés. Donc, tiens, si tu peux nous montrer l'autre d'abord pour commencer, excuse-moi. Ça a été mis à jour hier avec la signature de Adelita Grijalva. Donc, vous le voyez, c'est la 218e signature. Vous pouvez, c'est très bien fait d'ailleurs, vous pouvez aller chercher par parti politique, ce qui vous permet de montrer qu'il n'y a pas eu de surprise de dernière minute, que non seulement il n'y a pas eu de nouveaux républicains qui sont venus ajouter leur nom, mais que il y a une heure encore, parce que c'est le moment où j'ai fait cette capture d'écran, les 4 noms, c'est extrêmement important, celui de Thomas Massie, Nancy Mace, Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene, continuent à figurer sur cette liste-là. Alors pourquoi, maintenant que c'est sur ce site, pourquoi, je vous dis, il y a toujours un tout petit doute, et j'insiste vraiment sur ce tout petit doute, c'est que on peut techniquement ajouter ou retirer un nom tant que la liste n'a pas été publiée par soit ce qu'on appelle le House Journal
ou soit le Congressional Record, qui est l'équivalent en gros du journal officiel. C'est en gros l'équivalent du journal officiel. Normalement, cela aurait dû être le cas ce matin. J'ai fait les recherches il y a 1 heure. Ils ont tous les deux un site officiel avec des bases de données et la possibilité de faire de recherches. Ce n'avait pas été encore posté au journal officiel. Tant que ce n'est pas au journal officiel, il y a toujours une possibilité, mais encore une fois, je pense que c'est qu'une affaire de minutes. Donc, on va rester sur le oui, d'autant plus que hier, et c'est intéressant en termes de calendrier, je vais vous expliquer quelle est la logique politique derrière. Hier, Mike Johnson a expliqué qu'il n'allait pas s'opposer et qu'il allait mettre le vote, il n'a pas le choix de toute manière, il n'a pas ce pouvoir-là, qu'il allait mettre le vote à l'état du jour pour la semaine prochaine. Donc on revient, on avait commencé à discuter de la possibilité que ça soit au début du mois de décembre. Hein. Il y a quelques jours, on vous avait dit, il y a un vote de prévu, on vous avait montré la copie de l'email reçu par les élus en leur disant soyez présents à Washington le vendredi parce qu'on va voter vendredi. Hier, l'idée, c'est de se dire non, avec les 7 jours nécessaires, plus les 2 jours, encore une fois, que le speaker de la Chambre a comme des jours ouvrables, bien évidemment, ça va, et Thanksgiving qui arrive, ça va ramener à la première semaine de décembre. Et hier, marche arrière de Mike Johnson qui d'un coup semble pressé que le vote ait lieu le plus tôt possible. Pourquoi le plus tôt possible ? Évidemment, vous comprenez bien que si Mike Johnson veut faire quelque chose, c'est qu'il y a un loup qui se cache dans le coin. Et le loup est le suivant. C'est que du côté de Mike Johnson, du côté de la Maison-Blanche, on se dit « Waouh, si on fait ce vote vendredi, peut-être même en fin d'après-midi, voire en début de soirée, on est dans le Friday News Dump, et que c'est le début du week-end des vacances de Thanksgiving. On se débarrasse de ça. Au meilleur moment pour nous. Ouais. Tout le monde aux États-Unis part en vacances pendant une semaine, et quand on revient début décembre... On parlera d'autre chose, on fera du bruit. Il y aura tellement d'autres choses, on parlera d'autre chose. Donc c'est aujourd'hui... C'est une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est une erreur de calcul, d'appréciation, mais c'est la stratégie des républicains. Mais évidemment. Quand tu vois les images d'hier de Trump à la Maison-Blanche qui se fait harceler, on comprend aussi que peut-être il s'est dit « Ok, allez-y le plus vite possible, on se débarrasse de ça. On ne peut pas tenir comme ça des jours et des semaines de se faire harceler sur ce dossier Epstein qui devient de plus en plus grand. » Donc, il y a aussi ce côté stress. Oui, mais moi, je vais vous dire un truc pour tout qui est le Friday News Dump, c'est que toutes ces personnes-là qui vont voyager vont être bloquées dans les aéroports où ils vont faire 2 trucs. Un, ils vont être sur leur téléphone, donc réseaux sociaux où ils vont voir tout ça passer, ou sinon, on voit les télés dans tous les restos, bars et tout ça dans les aéroports, où il va y avoir quelque chose qui dit Trump et Epstein sur la plupart des chaînes, peut-être pas sur Fox News. Mais donc, les gens, ils vont voir ça avant de partir sur l'avion pour ensuite aller voir leur famille. Ou bien évidemment, quelqu'un va dire « So how about those Epstein files, huh ?» Oui, mais justement, bien joué. Non, ils prennent les Américains pour des dindes. C'est exactement ça, en se disant que la semaine va passer et que les Américains ont la mémoire courte. On leur mettra, comme vous a dit Thomas, un autre objet brillant devant les yeux et ça va s'arrêter là. Sauf que dans la réalité, et c'est là qu'on rentre dans le schéma, le calendrier des prochaines étapes. Une fois que les élus démocrates et les élus républicains, et là, lorsqu'on parle de barrage qui a ouvert, on va revenir sur les chiffres, on estime qu'entre 30 et peut-être jusqu'à 100 Politico, qui a fait des comptes anonymes d'élus, estime qu'il va y avoir 100 républicains qui vont voter. Ça va être
la loi bipartisane la plus importante passée par la Chambre des représentants, en plus contre le président en exercice. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir environ 300 élus, la majorité est à 218, 300 élus qui vont voter pour ce texte-là. Et plus le chiffre sera important, et c'est pour ça que la semaine prochaine, mardi, normalement, abonnez-vous, cliquez sur cette notification. Thomas Massie et Ro Khanna organisent cette conférence de presse devant le Congrès avec des survivantes de l'affaire Epstein pour mettre la pression sur un maximum d'élus, parce que plus ce chiffre va être important, lorsque le texte va quitter la Chambre des représentants et arriver au Sénat, on va être reparti pour un deuxième tour. Parce que les sénateurs, à leur tour, vont avoir la pression de se dire « Waouh, on est obligé, maintenant que ça a été validé par la Chambre des représentants, qu'il y a eu 50, 60, 70, 80, 100 élus républicains qui ont voté, on va être obligé de se positionner. » On est candidat dans un an, à ce moment-là, on sera début décembre, donc on est candidat dans 11 mois. Est-ce qu'on veut voter contre ce texte-là et soutenir, sans parler de Trump, et donc du coup, soutenir des pédophiles? Vous imaginez la proposition que c'est pour un élu. C'est un peu compliqué. Et où le mois de décembre, prenez des notes, va être pourri pour Donald Trump, c'est qu'une fois que la discharge petition aura quitté la Chambre des représentants, sera validée au Sénat, elle va aller où? Sur le bureau de Donald Trump, qui va devoir exercer ou pas son droit de veto. Un veto qui après peut être d'ailleurs peut être contourné. Mais imaginez la situation au mois de décembre où le Sénat, la Chambre des représentants auront voté pour la sortie du dossier Epstein, et c'est Trump lui-même qui sera obligé de dire non. Si là, il n'est pas piégé, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais c'est certain que ce serait le pire cas possible pour Trump de se retrouver avec tout le monde qui le regarde. Et c'est à lui d'être soit dire ok, on sort le dossier, ou soit dire je suis la seule raison pour laquelle on ne sort pas le dossier. Mais en tout cas, ce qu'on disait, c'est que même pendant ces 50 jours où Adelita attendait de devenir officiellement élu, c'est que on mettait les freins, mais on ne pouvait pas arrêter ce train. C'est que d'une manière ou d'une autre, ce dossier va continuer. C'est pour ça qu'on dit que c'est Epstein qui hante la Maison-Blanche, c'est que ce sujet ne peut pas mourir, ce dossier ne peut pas mourir. Et si on est arrivé au point où maintenant on parle d'avoir 100 républicains qui vont peut-être voter pour, c'est qu'on ne va pas dans la bonne direction pour Trump. Non, et évidemment, c'est quelque chose que l'on va vous faire... qu'on va vous faire vivre. Ça va nous faire des émissions passionnantes, c'est certain. Mais on ne voit pas Donald Trump décider d'aller contre ce qu'il vient de faire depuis 6 mois. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Sur le choix des électeurs républicains de voter pour ou contre des pédophiles, on va écouter justement Thomas Massie qui rappelle à ses collègues que en 2028, il n'y aura plus Donald Trump, et que donc, comment ils vont justifier ça devant leurs électeurs? Vas-y, Thomas. And how many Republicans do you think will vote for this on the floor? Well, I've already had a couple Republicans tell my office privately that they're going to vote for it, and I think that could snowball. The deal for Republicans on this vote is that Trump will protect you if you vote the wrong way. In other words, if you vote to cover up for pedophiles, you've got cover in a Republican primary. But I would remind my colleagues that this vote is going to be on your record for longer than Trump is going to be president. And what are you going to do in 2028 and 2030 when you're in a debate, either with a Republican or a Democrat, and they say, how can we trust you? You covered up for a pedophile.
back in 2025. And the goal for Thomas Massie then, Jake, is to get 70 House Republicans to vote for this and divide the president. Of course, that is a very tall order, but nevertheless, a big vote will happen in the House to release Je sais pas ce que t'en pensais, Cody, mais c'est énorme. Ah, mais j'ai adoré ce segment-là. Et en plus, un truc que j'ai adoré, c'était aussi juste de voir Massey à quel point il est fier et content de lui-même quand on sait la pression, la guerre que Trump a lancée contre lui en disant que tu n'auras plus jamais une carrière et tout ça. Et maintenant, il dit à tous les autres républicains, ben maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez avoir une carrière. Parce que en 2028, en 2030, il y aura un débat où la question se posera comment est-ce qu'on peut vous faire confiance quand vous avez protégé un pédophile et Des pédophiles. des pédophiles. Et en plus, c'est ça la question. C'est le truc ultime. Il n'y a aucune manière de dire oui, mais l'économie, oui, mais l'immigration. Non. Il y a aucune manière d'éviter cette question et ensuite de défendre cette position. Non, c'est ce que Axios titrait ce matin. Et pourtant, Axios, ils sont plutôt centre droit, on va dire. Et ils titraient ce matin en disant que c'était un fiasco. Regardez, c'est un fiasco. Donc ça, c'était ce matin. Et un fiasco créé par Trump. Laura Loomer, cet été, au mois de juillet dernier, avait annoncé tout ça. Elle avait dit, c'est l'affaire qui va pourrir le mandat de Donald Trump, ça va le bouffer, consommer de l'intérieur comme un cancer, et que donc elle proposait en juillet dernier en disant ce qu'il faut, c'est qu'il nomme le plus rapidement possible un special counsel, donc comme était Jack Smith, c'est-à-dire qu'on serait rentré dans une procédure longue qui aurait pu prendre 2 ans, en disant non mais regardez, ça m'intéresse, je fais faire une enquête, etc. Mais il a refusé ça. Il ne veut pas qu'on regarde plus le dossier Epstein. Et donc, résultat, on en arrive là où, évidemment, j'imagine que du côté de la Maison-Blanche, lorsque l'été dernier, il y a eu la discharge petition de Thomas Massie, on a regardé historiquement, on s'est dit non, en fait, ça passe jamais. Non, ça va pas être possible. Bon, on va prendre des vacances par sécurité, là. Et ceux qui sont prêts à signer, on va les convaincre. Et ça a marché, sauf les 4 dernières. Et donc, oui, Massie peut être fier de lui. Et je suis pas un pro Thomas Massie sur des tas et des tas de sujets, mais là, il est fort. C'est énorme et il est en train, à lui tout seul, d'un côté, alors que Trump est ce président du pouvoir absolu, de dire non, mon coco, le pouvoir absolu, c'est pas ça, il y a une séparation du pouvoir. Regarde, nous, le Congrès, on a un pouvoir aussi. Certes, ça a été compliqué, et c'est là que vous voyez, je vous dresse le portrait jusqu'à ce que la loi arrive sur le bureau de Donald Trump, que vous voyez que le moment que vous avez vécu avec nous hier est d'autant plus historique. S'il n'y a pas cette victoire de Adelita, si elle ne devient pas la 218e, on sait que les élections qui arrivent dans les prochains mois, ce sont dans des élections spéciales, ce sont dans des cantons ultra rouges. On n'aurait jamais eu ce moment-là. Et là, aujourd'hui, comme dans une espèce de partie d'échecs, Trump est dans une situation compliquée. Je pensais que Massie était mort en plus, vraiment, au début de tout ça. Jamais je m'attendais. Il s'est super bien débrouillé et bravo à tout le monde qui est arrivé à ce point avec lui. On pensait vraiment, n'oubliez pas comment Trump l'attaquait au début. Bien sûr. En disant, voilà, ta carrière est finie, plus jamais on pourra voter pour toi, je donne déjà mon soutien et l'argent à quelqu'un pour te remplacer. Massie, à ce moment-là, il n'avait pas encore le pouvoir des votes, on n'avait pas encore eu les survivantes, les victimes qui étaient venues avec lui. Mais regarde aujourd'hui comment Massie a le sourire en disant, voilà, à vous de jouer les gars. Ils étaient à 214 sur les 218 ou quelque chose comme ça, donc c'était vraiment ce truc lointain. Et qu'on croyait en plus avec Mike Johnson que ça n'allait jamais arriver. Et voilà. Et on est là. Et cette voie sans issue, il y a certains MAGA qui l'ont compris. Thomas, je passe dans ce dossier. Oui, on a Megyn Kelly qui est là, qui est une podcasteuse, ancienne journaliste de Fox News, qui est pro-Trump. Donc, hier, elle a fait une émission assez particulière parce que dans ce podcast, et c'est une des lignes de défense que j'ai vues pointer sur, c'est pas la première fois d'ailleurs, sur X, c'est d'essayer de minimiser
ce qui s'est passé en disant non, mais ce ne sont pas vraiment des pédophiles parce que les pédophiles, c'est à partir de. C'est vraiment les petites fillettes, 7, 8, 10 ans. Là, c'est de la passion pour des jeunes femmes de 15 ans. Donc. Non, c'est une des lignes. Quand on en est là, en ligne de défense, c'est que rien ne va. Et donc, vous allez entendre que même elle, après avoir lu les emails, en tout cas les premiers qui sont sortis, reconnaissait que c'était une situation difficile, que c'était pas bien pour Donald Trump, même elle. Et elle concluait sur cette question, mais pourquoi il n'a pas sorti, lui, le dossier? Pourquoi il n'a pas fait ça? On a évidemment la réponse, mais vas-y, Thomas. Documents have been subpoenaed by the House Oversight Committee, and this is basically kind of a middle finger to, Trump and Pam Bondi, who didn't want anything more released, but there was enough Republican and Democrat pushback that they did issue subpoenas on the Epstein estate and on the DOJ as well. But most of the documents that we're talking about today have come from the Epstein estate, some 33,000 of them. And the Democrats are now salivating over the latest releases. And I'll read what they say, but my overall take on this, Batya, is why didn't Trump just release these? Just release them. Just release them, right? Like now he's in the position of being like singled out as the only one, allegedly, as opposed to one of a slew of names. The Democrats, of course, are going to make a ton of hay over it. And I don't know that there's any there whatsoever, but I concede that they sound bad. They don't sound good. If I were a Democrat, I could easily make some hay with these, which they will. Donc voilà, Trump s'est piégé. Et donc, vous comprenez la pression. Et justement, on va revenir sur cette pression exercée contre Nancy Mace et Lauren Boebert. Marjorie Taylor Greene apparemment est devenue incontrôlable. C'est la manière dont on en parle au niveau de la Maison-Blanche. On se retrouve tout de suite après.